Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 septembre 2025 et notre ami Patrick Henningsen est avec nous. Bienvenue, Patrick. Ravi d'être avec vous, Nima. Patrick, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient est extrêmement préoccupant. Il semble que les avions ravitailleurs qui ont quitté l'Europe depuis les États-Unis ces 2 derniers jours se dirigent désormais vers le Moyen-Orient. Et certains sont déjà arrivés à la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar. Ils accompagnaient des avions de chasse. Il semble, comme nous en parlions avant d'entrer en direct, que la réunion entre les chefs d'État, les généraux et les amiraux pourrait être liée à la situation au Moyen-Orient. Quel est ton avis à ce sujet? Oui, c'est exact, Nima. La grande nouvelle aux États-Unis ces derniers jours, et j'ai vu ce titre passer dans le Washington Post, j'ai vu tous les médias en parler, semblait un peu étrange ces 3 derniers jours. Ils disent que Pete Hegseth organise une réunion sans précédent de généraux américains. Ils ne savent pas de quoi ils vont parler, quel sera l'ordre du jour. Et puis, on a vu une autre sorte de fuite ou de publication d'informations hier soir, disant que ça concerne la DEI. Et Hegseth affirme qu'ils mettent fin à l'idéologie woke au Pentagone, que c'est terminé et ainsi de suite. Cela a fait beaucoup de gros titres. Et bien sûr, les démocrates s'en sont emparés, tout comme la presse grand public de gauche. Et il semble, je pensais que c'était une couverture pour autre chose. Et il est certain que cela ressemble potentiellement à une couverture pour ce que tu viens de décrire ici, à savoir un renforcement militaire et une escalade en vue d'une attaque contre l'Iran. Nous ne connaissons pas le calendrier de cela, mais il y a eu cette précipitation. Si tu as remarqué aussi, Nima, il y a eu une précipitation pour faire avancer un plan de paix par l'administration Trump, le dernier plan de cessez-le-feu du Hamas. Et ils mettaient spécifiquement en avant le Qatar, ce qui était intéressant. Et ils ont offert une sorte d'amnistie au Qatar, si tu veux, où il n'y aurait pas d'agression. Ils permettraient aux dirigeants du Hamas de quitter Gaza. Et ils pourraient aller au Qatar, tant qu'ils ne promeuvent pas la violence, etc. C'était donc essentiellement l'un de ces accords typiquement israéliens, que les États-Unis pratiquent désormais, que Trump applique, la tactique de négociation à l'israélienne, qui consiste à élaborer un accord de négociation totalement inatteignable, auquel personne ne peut adhérer parmi tous ces différents tiers et quatrièmes parties. Puis lorsque cela échoue, les Israéliens ou les États-Unis se retournent et disent « Ah, nous avions un accord parfaitement valable, mais l'autre camp ne l'a pas accepté, donc nous allons continuer et bombarder à nouveau. » Cela a toujours été la tactique israélienne. Gagner du temps et temporiser afin de modifier la situation sur le terrain. Et ils veulent vraiment en finir avec la situation à Gaza. Et ils ne peuvent pas le faire simplement en bombardant et en tuant chaque dernier habitant de la bande de Gaza. Ils essayaient de voir s'il y avait un moyen de convaincre le Hamas, de convaincre les Palestiniens d'accepter une sorte d'arrangement intérimaire où ils désarmeraient le Hamas et où les dirigeants quitteraient la bande de Gaza. Et je dois vous dire que même si les Palestiniens étaient assez naïfs ou stupides pour accepter un tel accord, vous pouvez être certain qu'Israël ciblerait, tenterait de tuer et d'assassiner chaque membre du Hamas ayant quitté la bande de Gaza, peu importe le pays où il se trouve. Et ils ont déjà prouvé qu'ils en étaient capables et qu'ils en avaient la volonté. Donc, quelles que soient les promesses faites par les États-Unis et Israël aux Palestiniens, que « Oh, si vous acceptez cela, alors nous mettrons en place un nouveau gouvernement intérimaire, vous savez, une sorte de gouvernement administratif colonial dirigé par Tony Blair, et tout ira bien. » Nous promettons que nous n'attaquerons pas. Honnêtement,
Si vous pensez pouvoir faire confiance aux Israéliens pour ne pas continuer à bombarder ou attaquer, ce serait vraiment naïf. Je ne vois pas les Palestiniens faire cela. Mais ils vont s'en servir, les Israéliens, les Américains et l'administration Trump, en disant « Ah, regardez, nous avons essayé, nous leur avons proposé un accord parfait, et ils l'ont simplement rejeté. » Donc, ils méritent en quelque sorte ce qui leur arrive maintenant, que les bombes pleuvent. Mais que les bombes pleuvent ne sera pas assez rapide pour précipiter une guerre avec l'Iran avant Noël. Et Trump veut vraiment que cela se fasse avant Noël, je pense. Disons plutôt, Israël veut que ce soit fait avant Noël. Trump fait ce qu'Israël veut. C'est comme ça que je le vois. Pensez-vous que si une attaque est menée contre l'Iran, si les Israéliens attaquent l'Iran, l'Europe, avec les États-Unis, peut-être le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ces pays vont se joindre à l'action? Parce que j'ai l'impression que l'Europe est déjà tellement impliquée dans le conflit en Ukraine qu'entrer dans un conflit avec l'Iran dépasse en quelque sorte ses capacités. Mais en ce qui concerne la situation à Gaza, à mon avis, comme vous l'avez mentionné, c'est le point principal. Détourner l'attention de ce qui se passe à Gaza et poursuivre le plan, tout détruire, déplacer la population de Gaza. Je pense que l'Iran est utilisé jusqu'à présent comme une diversion. Au-delà de cette idée que changer de régime en Iran pourrait transformer tout le visage du Moyen-Orient et tout cela. Mais ils utilisent l'attaque contre l'Iran comme levier, comme une sorte de diversion par rapport à ce qui se passe à Gaza. Oui, je le pense. C'est clairement une excellente distraction pour détourner l'attention du monde d'un génocide en cours, qui est l'un des pires crimes contre l'humanité jamais commis de mémoire d'homme, sous les yeux du monde entier. Ça, c'est certain. Quant à savoir si les Européens seraient impliqués dans une attaque contre l'Iran, la seule chose qui pourrait l'assurer serait une sorte de fausse attaque sous faux drapeau sur le sol européen qu'ils attribueraient à l'Iran, au Hezbollah ou à quelque chose qu'ils pourraient relier à l'Iran. Et puis, les dirigeants européens sont assez naïfs et stupides pour se laisser entraîner dans ce genre de situation. Mais ce n'est que pour la forme. C'est simplement une sorte de feuille de vigne pour une coalition qui n'en est pas vraiment une. Les États-Unis ont fait la même chose avec l'Irak, la coalition des volontaires. Ils bricolent ces coalitions pour donner une légitimité aux grandes puissances. C'est à cela que servent ces coalitions. Mais vous pouvez être sûr que la Grande-Bretagne participera, car l'establishment militaire britannique considère toutes ces altercations comme des occasions de s'impliquer afin que leur complexe militaro-industriel reste pertinent, que leur commandement et leur statut au sein de l'OTAN, en tant que numéro 2 dans la hiérarchie du commandement de l'OTAN, soient consolidés et que leurs services de renseignement puissent s'impliquer et acquérir de l'expérience. Ils ont donc besoin d'être présents dans tout ce que font les États-Unis afin de rester à jour et pertinents. C'est presque comme un entraînement en conditions réelles, si l'on veut, même s'ils n'ont pas un impact majeur sur le champ de bataille. La Grande-Bretagne est toujours là. Cela permet à tout leur système de perdurer en tant que sorte de superpuissance de second rang. Et tal, si vous voyez ce gagne. Mais il s'agit principalement d'une action unilatérale des États-Unis, avec les Israéliens, bien sûr. Donc cette coalition entre Israël et les États-Unis, c'est ce qui est mis en avant. C'est un argument de vente efficace auprès de la base de Trump, surtout auprès de la base MAGA, même si une partie de cette base, celle de Trump, commence à se détacher sur la question d'Israël. Un peu comme Charlie Kirk, le défunt activiste conservateur, qui s'éloignait de la question israélienne. C'est un gros problème au sein de la base de Trump. Mais voyez-vous, avec l'Amérique, il faut comprendre la psychologie. La psychologie publique veut qu'une fois que l'Amérique est engagée dans une guerre, il est perçu comme antipatriotique de ne pas soutenir cette guerre, même si elle est illégale, même si elle est menée sous de faux prétextes,
même si elle repose sur un mensonge total, comme les armes de destruction massive en Irak. La plupart des Américains suivront le mouvement, même à gauche. Ils rentreront dans le rang par peur d'être accusés d'anti-américanisme ou de manque de patriotisme en temps de guerre. Voilà le phénomène. Et vous savez, l'establishment américain compte toujours là-dessus. Tant qu'ils peuvent s'impliquer et au moins vendre l'idée dès le départ, la vendre dès le début, dans les premiers jours, et si c'est suffisamment crédible pour devenir un récit dominant pour les grands médias, la Maison-Blanche et Washington, alors une fois que c'est lancé, peu importe à quel point ça tourne au fiasco. C'est en quelque sorte légitimé, simplement parce que l'Amérique y est déjà profondément engagée. Mais l'Iran est-il le même cas que l'Irak? Absolument pas. Les capacités de l'Iran dépassent largement tout ce dont l'ancienne garde républicaine irakienne aurait pu rêver. Ainsi, si les missiles Scud de Saddam suffisaient à terroriser Israël et l'opinion publique américaine, ce qui résultera d'une agression contre l'Iran sera probablement une reprise de lourds dégâts à Tel Aviv. Nous pouvons donc discuter des tactiques et de la stratégie en matière de défense d'Israël dans ce contexte. Mais vous savez, je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas jusqu'où cela ira. Il est certain que le Yémen ferait également partie de tout cela, dans les deux sens, et c'est un élément à prendre en compte. C'est donc intéressant. Et le Qatar, bien sûr, joue un rôle très important. C'est un point d'appui clé pour l'armée américaine, pour la reconnaissance pour les Américains et les Britanniques, qui y font voler des avions Rivet Joint et AWACS, recueillant des données et fournissant également le parapluie de défense élargi pour Israël. Le parapluie de défense d'Israël, en cas d'attaque de missiles, s'étend de la mer Rouge jusqu'à Diego Garcia dans l'océan Indien, remonte jusqu'en Azerbaïdjan et même jusqu'en Turquie, à la base aérienne d'Incirlik, à Chypre, ainsi qu'aux moyens navals américains stationnés en Méditerranée, et même à certaines parties de l'Égypte, où les États-Unis disposent également d'installations. Mais c'est à ce point que l'enveloppe de défense et de sécurité est importante pour Israël. C'est ce qu'il faut pour défendre ce tout petit pays qu'est Israël. Il faut tout cela, toutes ces bases américaines, tous ces moyens navals et aériens, toutes ces troupes, ces installations et ces alliés dans la région. Si l'on y réfléchit, c'est absolument incroyable, tout ce qu'il faut, l'ampleur de l'effort nécessaire pour défendre ce petit pays, Israël, qui est actuellement en guerre contre au moins 1, 2, 3, 4, ou qui a mené la guerre contre 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 pays dans sa région voisine. Ce qui, si l'on y pense, est aussi incroyable. Je pense que lorsqu'il s'agit de défendre Israël, d'après ce que nous avons vu lors du premier conflit entre les deux pays, le conflit entre l'Iran et Israël, nous avons constaté que le système de défense aérienne n'a pas fonctionné. L'Iran peut facilement saturer l'espace aérien israélien. Et c'est pourquoi je pense, d'un autre côté, que l'Iran est capable de frapper toutes ces bases américaines, y compris Diego Garcia. Et nous savons que Diego Garcia ne dispose pas d'un système de défense aérienne suffisant pour se défendre. C'est énorme. Je ne comprends pas pourquoi ils font cela. C'est pour cela que j'en parle. Il me semble qu'ils savent quel serait le résultat, mais qu'ils le veulent désespérément. Et penses-tu que cette fois-ci, l'Allemagne sera du côté d'Israël? Parce que Merkel a récemment déclaré qu'il faisait notre sale boulot. Et je ne sais pas s'ils vont rejoindre activement Israël dans cette attaque. Non, l'Allemagne ne peut pas. Ce sont les États-Unis et Israël. Ce que les Européens vont faire, c'est rétablir les sanctions cette semaine. Donc celles-ci entrent en vigueur. La date limite pour le rétablissement des sanctions est passée cette semaine. Donc du côté des Européens, ils vont imposer des sanctions économiques à l'Iran.
c'est aussi un signal fort. Sur quelle base? Sur le fait qu'ils violent le JCPOA. L'Europe n'a pas rempli ses obligations dans le cadre du JCPOA initial en ce qui concerne l'allègement des sanctions et l'argent qui devait être versé à l'Iran, etc. Et les États-Unis, la partie principale, s'en sont retirés unilatéralement, je crois en mai 2018, si je ne me trompe pas. Et c'est pour cela que l'accord s'est effondré. 2017, si je ne me trompe pas. 2017, oui, pendant la première année de la présidence de Trump. Donc je veux dire, continuer à reprocher à l'Iran de ne pas avoir respecté ses obligations concernant l'accord nucléaire. Pour beaucoup d'Européens, cela montre simplement à quel point tout cela est corrompu et à quel point les dirigeants européens sont devenus les toutous des États-Unis et d'Israël. Et je pense que c'est cette combinaison d'Israël et des États-Unis qui tient en quelque sorte ces dirigeants européens en otage, si l'on peut dire. Je veux dire, ils veulent peut-être ou non soutenir Israël à ce degré insensé et gratuit, mais ils le font et ils s'opposent à l'Iran simplement parce que c'est ce que veulent les États-Unis et Tel Aviv. Mais si on retirait Israël de l'équation, il est probable que les pays européens discuteraient avec les États-Unis ou au moins négocieraient ou s'opposeraient à eux sur cette question iranienne. J'en suis certain. Mais le lobby sioniste exerce aujourd'hui une emprise telle sur la plupart des pays européens. Je veux dire, on parle de milliers d'ONG, de milliers de groupes de pression, de milliers d'organisations qui ont été créées rien qu'en Europe et au Royaume-Uni. Je ne parle même pas des États-Unis. Et c'est ce genre d'écosystème, si l'on peut dire l'écosystème du soft power, que la communauté israélienne et juive mondiale au sens large a construit afin qu'Israël obtienne ce qu'il veut. Donc ils feront leur part concernant les sanctions. Et je pense que le grand risque ici sera de savoir, vous savez, quel rôle l'Azerbaïdjan jouera dans une attaque contre l'Iran? Et qu'en est-il du Kurdistan irakien, le KRG? Quel rôle vont-ils jouer et quel rôle la Syrie jouera-t-elle? What role are they going to play, and what role will Syria play, the new Syria under Jolani, which isn't La nouvelle Syrie sous Jolani, qui n'est pas vraiment un véritable pays en ce moment, mais avec l'ancien chef de l'État islamique et d'Al-Qaïda qui est célébré à l'ONU. Le timing de toute cette opération de relations publiques à New York devrait aussi être examiné de près, car cela fait également partie intégrante de cette histoire. La Syrie est un point de passage important, ou du moins un corridor, qu'Israël utilise pour lancer ses propres attaques. Je pense que c'est aussi ainsi qu'ils vont présenter la situation aux États-Unis. Et c'est comme ça que cela a commencé auparavant. Israël attaquera, puis les États-Unis viendront les rejoindre ou les tirer d'affaire, en gros, parce qu'ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc, à mon avis, cela va probablement se reproduire. Oui, nous avons vu des États arabes à l'ONU condamner Israël, l'attaque israélienne contre Doha. Et il semble qu'hier, Netanyahou ait appelé l'émir du Qatar pendant sa conversation avec Donald Trump et il s'est excusé pour ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils intimident ces États arabes? Essayent-ils de les manipuler? Comment pouvons-nous comprendre le comportement de ces pays en ce qui concerne toute attaque contre l'Iran? Je pense que c'est de l'intimidation. Donc, ce que vous avez en ce moment, prenons simplement le Qatar comme exemple. Israël s'en est sorti après avoir lancé une frappe aérienne sur Doha. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que cela aurait été une ligne rouge, car les Qataris accueillent une importante base militaire américaine là-bas, et c'est totalement crucial pour la présence américaine dans la région. Alors, pourquoi l'Amérique prendrait-elle ce risque pour permettre à Israël d'agir différemment en frappant une cible à Doha? Et c'est une ville. Il faut aussi comprendre que quand on parle de Doha, on parle aussi de Bahreïn, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. On peut les inclure ici.
the inward investment into these countries. Les investissements étrangers dans ces pays, ils reçoivent toutes sortes d'investissements directs étrangers dans la région, reposent entièrement sur la stabilité et la sécurité. Cet argent ne circulera pas s'ils sont considérés comme une cible par qui que ce soit, y compris Israël. Les Israéliens ont donc vraiment porté atteinte à ce genre de champ de force qui entourait toujours les Émirats et le Qatar. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les États-Unis ne vont protéger aucun d'entre eux. Il y a donc désormais une prise de conscience dans la région, parmi les pays arabes, qu'auparavant, les États-Unis, à travers le processus de normalisation, la sionisation du monde arabe, avaient vendu l'idée que l'Iran était la plus grande menace pour les Émirats du Golfe et les cheikhs pétroliers de la région. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, Israël est considéré comme la plus grande menace pour les Arabes. C'est l'avis qui prévaut parmi les pays arabes. Un consensus s'est formé au cours de l'année écoulée et je pense qu'il est désormais, cette semaine à la fin de la semaine dernière, exprimé de manière très claire. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences sont que, pour le Qatar, il n'est pas sûr d'accueillir des négociations ou des délégations palestiniennes. Cela pourrait entraîner des attaques, notamment des attaques de drones ou des frappes aériennes, mais aussi des assassinats ciblés et des attentats terroristes de la part d'Israël. Ils ont déjà fait tout cela d'ailleurs, donc je suis certain qu'ils sont prêts à recommencer. Et donc, il y a maintenant une pression exercée sur l'Égypte, que l'Égypte pourrait accueillir ou faciliter des négociations. Et il y a aussi beaucoup de pression de la part du public égyptien sur le régime actuel, le régime al-Sisi. Et en même temps, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, Nima, en même temps, Israël commence à exprimer, la semaine dernière, ses inquiétudes, ce sont leurs mots, qui sont préoccupés par le fait que des militants du Hamas ou des terroristes du Hamas, comme ils les appellent, traversent le Sinaï en même temps que des réfugiés et des évacués médicaux venant de Gaza. Vous voyez? Ils sont donc en train de construire un récit selon lequel il y aurait une présence du Hamas dans le Sinaï. C'est exactement ce qui s'est passé en 1978, lorsque l'OLP a été expulsé de Palestine vers des endroits comme le Liban, la Syrie, la Jordanie et d'autres pays, mais surtout le Liban. Israël a utilisé cela comme prétexte pour attaquer, envahir et occuper le sud Liban pour des raisons stratégiques et de sécurité, afin de traiter la question palestinienne ou celle de l'OLP au Liban. Et cela a duré des décennies. C'était en 1978, et cela s'est prolongé jusqu'en 2000, on peut dire. Donc plus de 20 ans. Ils ont occupé une grande partie du sud Liban, dont ils n'ont été contraints de se retirer qu'au cours de la guerre contre le Hezbollah en 2006, je crois. Je pense que c'était en 2006, je me trompe peut-être sur la date. Mais on voit ici les mêmes principes, à savoir qu'Israël peut créer des situations en Jordanie, en Égypte, au Liban, en Syrie, dans tous les pays voisins, même dans les Émirats. Ils peuvent créer des situations où ils disent « Nous avons le droit de nous défendre. Nous allons cibler militairement, quel qu'en soit le degré, dans ces pays. » Et donc, que l'Égypte veuille être impliquée ou non, elle sera entraînée dans un conflit avec Israël. Si Israël veut faire cela, s'ils veulent entraîner l'Égypte dans ce genre de situation, ils le peuvent et ils le feront. Et l'Égypte ne peut rien y faire. L'Égypte ne le peut pas. Personne ne peut riposter contre Israël à cause de la force écrasante. Personne ne retiendra Israël. Alors, qui, saint d'esprit, à moins d'être prêt à faire la guerre à Israël, et je parle bien d'entrer en guerre, Israël est un pays doté de l'arme nucléaire. On se retrouve donc face à une situation vraiment horrible dans la région, où Israël a menacé et fait chanter tout le monde
aussi bien dans la région qu'aux États-Unis et en Europe, et ils sont déterminés à réaliser leur soi-disant projet du Grand Israël. Il ne s'agit pas que des Juifs qui peupleraient tous ces pays arabes, mais plutôt d'États arabes clients et soumis autour d'une version bien plus grande de l'Israël actuel. Quand je dis bien plus grande, je parle de l'annexion totale de la Cisjordanie, de la vallée du Jourdain, de toute la bande de Gaza, du sud du Liban, du plateau du Golan, du mont Hermon, peut-être même d'autres parties de l'Irak, peut-être Al-Tanf, peut-être des parties de la Jordanie et même peut-être des parties de l'Arabie saoudite. Qui sait où ça finirait? Et le Sinaï, bien sûr, en Égypte. Voilà le Grand Israël, du fleuve à la mer. Ils n'ont donc jamais caché que c'était leur objectif à long terme. Alors, qui va s'opposer à cela? Le seul pays capable de les contenir, c'est l'Iran. Mais l'Iran n'est pas un voisin immédiat d'Israël. Cependant, l'Iran peut atteindre Israël très facilement et peut les dissuader. Mais à quel prix? Israël a-t-il lancé une menace nucléaire via Washington concernant ce qu'il ferait à l'Iran? Et les États-Unis se sont-ils sentis obligés de mettre fin à la soi-disant guerre de 12 jours par une frappe aérienne conventionnelle à cause d'une menace d'Israël, une menace nucléaire, concernant ce qu'il ferait? Ainsi, les États-Unis, bien sûr, voudraient empêcher toute forme d'escalade impliquant des armes nucléaires dans la région. Ils agiraient donc et attaqueraient l'Iran de la même manière qu'ils l'ont fait pour éviter une escalade israélienne, une escalade nucléaire. Est-ce qui s'est passé en juin? Parce que beaucoup ont laissé entendre que c'était le cas. Nous ne savons pas. Je ne le sais pas pour l'instant. Je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est ce qui s'est passé. Mais si ce ne serait-ce qu'un tant soit peu possible, disons qu'il y avait 10% de chances que cela se soit produit, c'est extrêmement préoccupant, car cela signifie qu'il n'y a vraiment aucune retenue pour Israël. Et c'est extrêmement inquiétant. Je pense que c'est une question légitime de se demander dans quelle mesure ces États arabes sont-ils capables de se défendre s'ils veulent se défendre. Nous avons vu ce qui s'est passé à Doha. Vous voyez au moins 15 avions de chasse envahir l'espace aérien saoudien et se rendre au Qatar. Vous ne voyez aucune réaction. Pensez-vous que c'est un échec de leur part, ou bien qu'ils ne... Je ne sais pas à quel point ils sont capables d'utiliser les armes qu'ils achètent depuis de nombreuses années aux États-Unis. Et sont-ils vraiment maîtres de l'arsenal en Arabie saoudite? Ou bien quelqu'un d'autre tire-t-il les ficelles? Je pense que de plus en plus de gens se rendent compte que la réponse à cette question est la suivante. Si vous faites vos achats à l'armurerie de l'oncle Sam, c'est l'oncle Sam qui décidera, jusqu'à la dernière balle, de ce qui peut être utilisé ou non. Bien sûr, avec ces systèmes avancés, même Israël, le dôme de fer, les premières versions, les premières itérations du dôme de fer, étaient en réalité toutes des batteries de missiles Patriot américaines opérées par des soldats américains. Toute la formation et les opérations étaient menées depuis Stuttgart, en Allemagne. Mais cela a été présenté aux États-Unis comme le dôme de fer. Ils l'ont montré sur Fox. Et c'était « Oh, regardez le dôme de fer ». Tout était américain. Tout était américain. Même les personnes qui le géraient étaient américaines. Ce n'est que récemment qu'Israël en a délégué des parties, de grandes parties, pour qu'elles soient exploitées par des Israéliens. Ils ont apporté diverses modifications, mais il s'agit d'un réseau intégré de défense antimissiles qui comprend différents types de missiles selon l'altitude d'interception, etc. Et ce qui est intéressant, Nima, c'est qu'Israël s'est engagé à céder les anciens, les premiers dômes de fer, ainsi que 8 de ces batteries de missiles Patriot. Ils les envoient à Kiev, à Zelensky. Ils en ont déjà envoyé au moins une. Ça, je peux le confirmer.
L'un d'entre eux a été expédié au cours des 2 derniers mois, avec la promesse que les autres systèmes déclassés, ou du moins déclassés dans le sens où ils ne sont plus conformes au nouveau protocole, seraient également remis à Zelensky. Il s'agit donc essentiellement d'anciens systèmes de missiles Patriot américains, âgés d'environ 30 ans. Et c'est intéressant. Les donnent-ils gratuitement? Les vendent-ils? S'ils les vendent aux Ukrainiens, en réalité, ils ne les vendent pas vraiment aux Ukrainiens. Ils les vendent aux Américains ou aux Européens qui payent pour cela. Ainsi, Israël reçoit plus d'argent des États-Unis en se débarrassant de ses vieux stocks en Ukraine. Et cela ne fera qu'allonger encore davantage le conflit. Je me demande donc ce que Moscou en pense. Je suis sûr que Moscou n'est pas content de cela. Mais en agissant ainsi, Israël ne fait en réalité que prolonger les conditions permettant au conflit en Ukraine de se poursuivre, tout simplement. Cela devrait donc vous donner une idée du camp qu'Israël a choisi. Je sais que la Russie adopte une position très réaliste, très nationaliste, guidée par ses propres intérêts, en ce qui concerne ses relations internationales. Et bien sûr, Israël entre dans cette catégorie, d'autant plus que la Russie est exposée à Tartous, très exposée à Tartous en ce moment. Les Russes se trouvent donc dans une situation très délicate et précaire. Et cette décision d'Israël est extrêmement provocatrice. Et je pense que cela, si tu regardes l'histoire, Nima, cette idée, cela a toujours été un problème pour les Américains, déloger les Russes du Moyen-Orient. Ça a toujours été un problème. Et périodiquement, des guerres ont été menées, des escalades ont été déclenchées dans ce but. Les administrations américaines précédentes ont participé à cet effort. Et la Russie a obtenu une véritable assise dans la région sous Bachar al-Assad à partir d'octobre 2015. Et ils sont dans une position très faible en ce moment. Je suis sûr qu'il y aurait une grande célébration à Washington s'ils pouvaient déloger la Russie de Syrie à 100%. Et il y a probablement beaucoup de gens qui s'en réjouiraient en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est une autre dynamique dans tout cela. Je pense que ce qui est important pour la Russie, c'est la partie sud du pays et le Caucase, ainsi que les mouvements de ces djihadistes et salafistes dans cette région. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'une délégation gouvernementale iranienne de haut rang a effectué une visite non annoncée à Moscou. Cela pourrait être lié au conflit, à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et Patrick, quand on regarde le comportement de Donald Trump et de son administration, ils sont arrivés en disant simplement qu'ils ne voulaient pas de guerre. Ils veulent une Amérique meilleure, rendre sa grandeur à l'Amérique. Vous voyez, le département de la Défense a changé. Le nom a changé pour devenir le département de la guerre. The name has changed to the Department of War. Pete Hegseth, in this meeting he had with the generals, he said that Pete Hegseth a dit lors de cette réunion avec les généraux que si l'on veut la paix, il faut être prêt à la guerre. Et Donald Trump qui qualifie la Russie de tigre de papier, c'est incroyable ce qui se passe. Et ce type, si vous regardez son podcast avant qu'il soit élu aux États-Unis, il disait « Pourquoi avons-nous un conflit permanent avec l'Iran et la Russie? Et pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire quelque chose pour conclure un accord avec eux? Il tue le dollar. Nous devons choisir une autre voie. Mais il fait la même chose, comme on l'a vu avec l'administration Biden. Donc ces gens, ces dirigeants, en Russie et en Iran, observent la situation. Alors qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est même en train d'empirer. Oui, rien n'a vraiment changé. C'est le statu quo de l'administration Biden. Il parle de, je crois que c'est J.D. Vance, qui dit « Oh, on envisage d'envoyer des missiles Tomahawk en Ukraine. » Et donc c'est un signal envoyé à Moscou. Vous voyez, l'Amérique pense « Oh, on va faire monter les enchères dans les négociations en augmentant les menaces. » Ils se disent « D'accord, on va intensifier les menaces, on va mettre la pression, et on va obtenir des concessions de la Russie. »
Je veux dire, je me demande, est-ce vraiment la logique qu'ils utilisent? Parce que si c'est le cas, évidemment, ça ne peut pas marcher face à une autre superpuissance dotée de l'arme nucléaire. La Russie poursuivrait simplement la guerre conventionnelle, dans laquelle elle dispose d'un avantage énorme et décisif sur l'OTAN et sur tout ce que les États-Unis pourraient envoyer dans le chaudron ukrainien. Alors, qu'est-ce que cela va accomplir? Simplement prolonger le conflit. Mais il faut se mettre dans la tête, dans la mentalité des Européens et surtout dans celle des Britanniques. D'un point de vue militaire, je pense que beaucoup d'Européens ne sont que des partenaires juniors de l'OTAN. Donc les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est l'OTAN, et tout le reste, ce sont les partenaires juniors. La France est légèrement au-dessus des autres partenaires juniors, et la Norvège a certainement amélioré sa position, tout comme l'Allemagne récemment. Mais vous savez, en termes de force de combat, de logistique et tout cela, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui sont vraiment importants et tout le reste, à mon avis, n'est qu'une réflexion secondaire. Donc ils pensent que la technologie, je parle des Britanniques là, qu'avec suffisamment de temps, ils pourront atteindre quelques autres jalons, des jalons de la RMA, révolution dans les affaires militaires, la guerre par drone étant l'un d'eux. La guerre par drone autonome doté d'IA, c'est-à-dire des drones qui n'ont pas besoin d'être reliés ni par des réseaux GPS, ni même par la fibre optique, mais des drones capables d'effectuer des missions de façon autonome. Ils pensent qu'ils pourront submerger un pays comme la Russie et même les utiliser pour des frappes de décapitation ou pour paralyser le gouvernement et créer un tel chaos dans les grandes villes. Ils terrorisent donc réellement la Russie par la technologie, avec différents niveaux d'attaque allant du cyber à la guerre physique par drone. Et ils pensent qu'avec suffisamment de temps, même si l'Ukraine se fait littéralement écraser, et même si l'Ukraine ne sera probablement pas en mesure de déployer une force d'infanterie significative pour couvrir ne serait-ce qu'un faible pourcentage des positions nécessaires pour tenir la ligne de front actuelle en Ukraine, cela ne posera pas de problème à terme, car il pourrait d'une manière ou d'une autre provoquer l'effondrement du régime à Moscou et ainsi obtenir la victoire. Ils y croient vraiment, et il y a beaucoup d'inertie dans l'industrie qui a promis que ce serait le cas. Et donc ce genre de pensée hystérique, ils croient vraiment qu'ils vont gagner. Et si vous remarquez quelque chose, le grand revirement de Donald Trump cette dernière semaine sur l'Ukraine, vous avez vu les tweets qu'il a publiés, totalement insensés, où il dit que l'Ukraine va reprendre toutes les nouvelles régions du Donbass, et même plus. Il a dit quoi que cela veuille dire. Parle-t-il de la Crimée? Parle-t-il de partie de la Russie? Qui sait? Mais quand cela s'est-il produit? J'ai d'abord pensé que c'était après sa rencontre avec Zelensky en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais ce n'était pas ça. Cela a eu lieu après sa visite d'État en Grande-Bretagne et sa grande visite royale organisée par le roi Charles. Ainsi, Trump a essentiellement été pris en tenaille au Royaume-Uni par les services de renseignement britanniques, Keir Starmer, la famille royale et quelques autres agents sur place. Moment où ils lui ont insufflé l'idée que la Russie était en train de perdre, que l'économie russe était au bord de l'effondrement, qu'ils étaient sur le point de renverser la situation grâce à des armes miracles et que les Ukrainiens avaient juste besoin d'un peu plus de soutien pour pouvoir faire le travail. Le même type d'argument que nous entendons depuis 3 ans et que nous avons affronté concernant l'Ukraine. Mais c'était la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a toujours été là pour fouetter et discipliner les États-Unis sur cette question en particulier. Et ils continuent de le faire.
Il continue d'éblouir Trump. Et regardez, c'est pour ça que tout cela a eu lieu. C'est pour cela que ce banquet d'État a été organisé. 150 chevaux, cavalerie, garde. Aucun président américain n'avait jamais reçu un traitement royal comme celui réservé à Donald Trump. Et c'est tout à fait extraordinaire si l'on considère les présidents américains précédents et aussi en tenant compte du fait que la relation entre Trump et le Royaume-Uni est pour le moins fragile, sachant que ce sont des agents du renseignement britannique qui ont fourni le dossier Steele, lequel a lancé l'effort visant essentiellement à évincer ce président dès son premier mandat en tant que soi-disant agent russe. Mais quelle en était la raison? La raison n'était peut-être pas tant d'évincer Trump avec le faux scandale du Russiagate, mais plutôt de discipliner Trump, de le transformer en président anti-russe. Et il a été un président anti-russe. Il a fourni une aide létale aux Ukrainiens pendant son premier mandat, et il a renforcé les sanctions. Il a expulsé des diplomates. Toutes ces techniques fonctionnent sur quelqu'un comme Trump, qui est complètement obsédé par la façon dont le public le perçoit, par son image dans les médias, par la perception de ses alliés, etc. Ils ont donc appris à manipuler Trump, et ils le manipulent très bien en ce moment. Regardez les dirigeants européens, des dirigeants européens serviles qui flattent Trump, l'appellent papa et disent oui à pratiquement tout. Ursula von der Leyen, elle a dit « Nous allons investir 600 milliards de dollars en Europe d'ici 2028 » à Donald Trump. Je veux dire, il faut vraiment être naïf pour avaler ça. Parce que pourquoi a-t-elle dit 2028? Parce que Trump ne sera plus en fonction en 2028. Donc ils n'ont rien à investir. Et ils ont dit « Oui, nous allons consacrer 5% de notre PIB à l'OTAN. Ne vous inquiétez pas. » Et Donald Trump revient, fait une tournée de victoire. J'ai obtenu tout ce que je voulais des Européens. Ils n'ont rien livré. Ils n'atteindront jamais 5% du PIB pour la défense, afin de renforcer l'OTAN. Du moins sur le papier, cela n'arrivera pas. Et les Européens ne vont pas non plus dépenser ce qu'ils se sont engagés à investir dans la défense et dans l'achat de matériel américain et tout cet équipement. Ça n'arrivera pas. Tout cela, ce ne sont que des paroles. Et donc, on est actuellement dans un contexte politique où tout le monde essaie d'aller d'un point A à un point B. C'est pour ça que j'attends simplement de voir comment tout cela va évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de postures, beaucoup de discours. Et il faut, Trump, si on se fie à tout ce qu'il promet et dit, et si on le prenait au mot chaque semaine, je veux dire, on deviendrait fou, on serait déjà devenu fou, parce qu'il faudrait faire des demi-tours, changer de cap et se replier chaque semaine. Donc j'ai abandonné avec ce président. Je ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Rien de ce qu'il dit n'est gravé dans le marbre. Tout est arbitraire, tout est flexible. Je pense qu'il dit simplement ce qu'il pense, qui lui permettra de tenir jusqu'à la fin de la semaine. Je crois vraiment que c'est ce que fait ce président. Il fait ça chaque semaine. Et devinez ce qui se passe. Rien ne se passe vraiment. Rien n'est réellement accompli. Rien n'est accompli à Gaza. Rien n'est accompli en Ukraine. Rien n'est accompli ailleurs non plus. Donc, pour revenir à ta question initiale, Nima, à la façon dont tu as lancé la conversation, le président a fait campagne et promis de grandes choses, de grandes réalisations. Et l'Amérique l'a soutenu, l'a appuyé, a voté pour lui. Et il n'a rien tenu, même pas de près. Il nous a offert des séances photos et quelques moments réconfortants. Il nous a donné un petit coup de dopamine en Alaska quand il y avait la délégation russe. On a tous eu un petit frisson en se disant « Oh, la paix est possible ». Bien sûr, c'est toujours possible. Mais est-ce probable? Ou est-ce même pratique maintenant pour toutes les parties? Et la réponse, bien sûr, c'est non. Donc vous voyez, c'est là où nous en sommes avec ce président. Alors, si les États-Unis n'obtiennent rien, qui le fera? Regardez sur le côté.
légèrement en coulisses. Israël. Israël obtient ce qu'il veut. Regardons les autres parties ici. La Russie obtient aussi beaucoup de ce qu'elle souhaite du conflit en Ukraine, lentement mais sûrement. Et les Américains le constatent. Si vous regardez les déclarations de J.D. Vance, la Russie doit l'admettre. Elle n'a obtenu aucun territoire après 3 ans. La Russie n'écrase pas l'Ukraine pour gagner du territoire. Mais le fait que les Américains ne puissent pas exprimer cela et ne le comprennent pas, la Russie sait qu'elle ne peut pas tuer des civils si elle prévoit de gouverner cette zone à l'avenir. Je veux dire, c'est du bon sens pour un Russe. Mais pour un Américain, c'est un concept étranger parce que les Américains ne mènent pas leur guerre de cette façon. Ils s'en fichent. Ils se moquent de qui ils tuent. Et Israël, certainement aussi. Ils se moquent de ce qui arrive à ce pays s'il est détruit pour les 30 prochaines années. Ils s'en fichent vraiment. Et ils vont rincer tout ça avec des contrats de reconstruction comme ils l'ont fait en Irak. Et ils se moquent que la reconstruction ait réellement lieu ou non. C'est ça, la mentalité américaine. C'est juste une frénésie. Vous faites la guerre, puis il y a la ruée vers la reconstruction. Ils espèrent faire la même chose avec la Syrie, mais cela ne s'est pas vraiment concrétisé, du moins pas assez rapidement. Et puis le Liban. Regardez ce que font les États-Unis avec le Liban. Tom Barrack est l'envoyé de Trump. Il était à l'origine ambassadeur en Turquie, et dans le style typique de Trump, il a été promu pour s'occuper d'une demi-douzaine d'autres choses au Xinjiang, y compris servir en quelque sorte d'émissaire du roi auprès des Libanais. Et il plaide ouvertement pour une guerre civile au Liban, ouvertement. Il dit « Nous allons armer les forces armées libanaises et il faut désarmer le Hezbollah. Nous ne donnerons aucune arme au pays à moins qu'elle ne soit utilisée contre le Hezbollah. C'est une guerre civile. » Voilà un envoyé américain qui milite ouvertement pour une guerre civile au Liban au nom des Israéliens. Ce qui est encore plus incroyable, Nima, c'est qu'il n'y a pas un seul démocrate, pas un seul, qui se lève et s'oppose à cela par principe. C'est une violation de toutes les normes américaines, de toutes les normes diplomatiques de l'histoire. Tout est en train de s'effondrer. Et le potentiel d'instabilité au Moyen-Orient qui en découle est énorme. Bien sûr, Israël se réjouit de cette instabilité car il sait exactement ce qu'il fera et ce qu'il obtiendra si la situation se détériore davantage. Le potentiel est désormais à un niveau sans précédent. Sans précédent. Et c'est là où l'administration Trump nous a menés. La question est, pouvons-nous reculer avant qu'il ne soit trop tard? Yeah. In the case of Tomahawk that they're talking about sending them to Oui, dans le cas des Tomahawks dont il parle d'envoyer à l'Ukraine, je pense qu'en regardant le comportement de l'administration Trump lors de l'attaque contre les bombardiers nucléaires en Russie, c'était une énorme opération de renseignement en Russie. Je n'ai jamais pensé que l'administration Biden laisserait les Ukrainiens faire cela, aller aussi loin. Vous vous souvenez de Zelensky se rendant aux États-Unis, demandant à Joe Biden de leur donner des missiles à longue portée. Le Pentagone a dit non, que ce serait une énorme escalade. Mais il parle des Tomahawks, capables de transporter des ogives nucléaires, avec une portée de 1000 miles, soit 1600 kilomètres. Ce sont d'énormes escalades dans le conflit en Ukraine. S'ils les utilisent contre la Russie, cela provoquerait le moment russe dont nous parlions. D'ailleurs, la Russie, Lavrov a déclaré à l'ONU qu'ils allaient frapper ces pays européens qui fournissent des armes à l'Ukraine. Ils ne vont pas simplement rester assis à regarder ce qui se passe en Ukraine. Comment voyez-vous cela? Allons-nous vers une escalade? Parce que la façon dont il présente la situation, en regardant J.D. Vance, je pensais qu'il était l'acteur le plus raisonnable de l'administration Trump. Mais il semble qu'il soit en train de tout perdre.
Just on the J.D. Vance. Oui, concernant J.D. Vance, j'avais beaucoup d'espoir. Beaucoup de gens avaient beaucoup d'espoir en lui, parce qu'il semblait être la personne la plus intelligente, avec le QI le plus élevé du groupe. C'est presque comme si les gens pensaient qu'il avait été choisi comme vice-président pour être la moitié intellectuelle supérieure de Trump, et qu'il jouerait ce rôle. Mais ce qui s'est passé, et cela arrive toujours, vraiment toujours, surtout en tant que vice-président, c'est que traditionnellement, le vice-président siège à la tête du Conseil de sécurité nationale. Il se voit alors confier la responsabilité de diriger les opérations de coup d'État, de guerre illégale, de changement de régime, ce que Mike Pence a fait pendant le premier mandat de Trump. Mike Pence a dirigé tous les coups d'État ratés au Venezuela. Vous vous souvenez, il y en a eu 2. Et puis il avait Elliot Abrams et certains de ces dinosaures néoconservateurs recyclés, ou des personnages à la Nosferatu sortant du sous-sol de Foggy Bottom, comme John Bolton et Elliot Abrams, et ce fut un échec total. Mais Mike Pence a essentiellement joué ce rôle de simplement approuver ce genre d'opération. Donc J.D. Vance, je ne pense pas qu'on lui donnerait autant. Il ne déléguerait pas autant de pouvoir au vice-président sous Trump, tout simplement parce que la pyramide de gestion de Trump est ainsi. Simply because Trump's management pyramid is that there's nobody that could be his equal. Il n'y a personne qui puisse lui être égal ou le défier politiquement, intellectuellement ou en termes de popularité. Ce n'est tout simplement pas permis. Donc Trump va s'entourer de personnes qui sont... Je veux dire, Vance n'a que 42 ans. Il a 40 ou 42 ans. Il est extrêmement jeune, bien trop jeune pour être vice-président. Car lorsqu'on choisit un vice-président, il faut supposer qu'il pourrait devenir président si quelque chose arrivait au président. Donc, les 2 derniers choix, Kamala Harris et J.D. Vance, me semblent un peu, vous savez, un peu irresponsables. Mais cela signifie aussi que s'il devait accéder au pouvoir, il serait faible. Et donc ceux qui prendraient alors le contrôle seraient tous ceux qui les entourent. Et c'est donc exactement ce qui s'est produit avec la présidence Biden, alors qu'il souffrait des premiers signes de démence. C'était assez visible dès les premiers jours de son administration que la Maison-Blanche était dirigée par Ron Klain et tous ces autres opérateurs démocrates mondialistes néfastes au sein de l'administration Biden. Trump a autour de lui des personnages similaires qui se réjouiraient d'avoir l'opportunité de prendre le contrôle de la Maison-Blanche et de la politique. Mais le problème avec des gens comme Vance, c'est qu'encore une fois, j'avais beaucoup d'espoir en lui. Mais ils finissent tous par devenir un simple instrument, en fait. Et je n'ai pas entendu une seule idée originale venant de Vance. Je ne pense pas que ces gens étudient vraiment sérieusement. Ils pensent comprendre certains concepts parce que quelqu'un qu'ils considèrent comme intelligent leur a dit quelque chose. Mais ils parlent, vous savez, de réévaluer leur relation avec l'Europe. C'est devenu un sujet important cette année. Réévaluer notre relation avec l'Europe, rééquilibrer leur relation avec l'Europe, mais ils ne comprennent pas vraiment. Ce n'est pas seulement à ce sujet. Et Vance s'est exprimé à la conférence de Munich sur la sécurité, si vous vous souvenez, en février. Et il a essentiellement réprimandé les Européens en disant « Vous ne suivez plus les valeurs démocratiques en arrêtant des gens parce qu'ils tweetent des choses qui ne vous plaisent pas. » Et ainsi de suite. Pendant ce temps, aux États-Unis, avec Marco Rubio en tête des sondages, on enlève des étudiants dans la rue avec des hommes cagoulés travaillant pour le gouvernement, simplement parce qu'ils ont écrit des tribunes dans un journal étudiant en soutien à la Palestine. Ensuite, on menace d'expulser, et on expulse effectivement, des personnes qui manifestent et exercent leurs droits du premier amendement. Franchement, c'est incroyable. C'est donc assez ironique que J.D. Vance fasse la leçon aux Européens sur les valeurs démocratiques, alors que l'administration Trump a lancé des attaques encore plus directes contre le premier amendement.
Plus récemment, la procureure générale a menacé d'arrêter toute personne qu'elle jugeait coupable de discours de haine ou qui aurait dit quelque chose de désobligeant sur Charlie Kirk après sa mort. Et puis ils vont emprisonner des gens et les expulser, ou peu importe. S'ils critiquent Israël, ils leur retireront leur citoyenneté. Je ne sais pas jusqu'où sont allées les menaces de la part de gens comme Rubio. Donc quelqu'un comme Vance, qui assumerait le rôle de président si jamais il arrivait quelque chose à Donald Trump, envoie des signaux très inquiétants. Parce que tout cela n'est qu'une question de politique. Ce n'est pas une question de principe. Et ce n'est certainement pas une question de constitution. Et, vous savez, c'est ce qui inquiète beaucoup d'Américains. Et Donald Trump va perdre ce vote charnière. Les républicains vont perdre ce vote charnière parce qu'ils ont essentiellement abandonné les principes constitutionnels au profit du pouvoir politique, et plus précisément pour protéger les intérêts israéliens, une puissance étrangère. Ils ont donc permis à une puissance étrangère d'intervenir, d'amener le gouvernement américain à attaquer ses propres institutions, à attaquer sa constitution, à attaquer les Nations Unies, à attaquer les conventions et traités internationaux. Ils ont fait la même chose avec le Royaume-Uni et l'Europe, attaquer l'État de droit et anéantir la Cour internationale de justice et les conventions de Genève. Toutes ces institutions importantes, établies après la Seconde Guerre mondiale, conçues pour empêcher précisément ce que nous voyons se produire aujourd'hui. Au lieu de contribuer à les empêcher, les États-Unis les favorisent. La Grande-Bretagne les favorise. Ils favorisent un génocide. Ils favorisent un nouvel holocauste à Gaza en soutenant les Israéliens et sont prêts à démanteler toutes les institutions et structures démocratiques pour protéger Israël. C'est en fait assez insensé. Mais c'est exactement ce à quoi nous assistons en ce moment. En fait, selon une enquête récente du New York Times, il apparaît que 7 électeurs américains sur 10 de moins de 30 ans s'opposent à une aide économique et militaire supplémentaire à Israël. Je pense que ce qui s'est passé pendant le mouvement de Charlie Kirk et Turning Point USA, et on peut tout à fait comprendre pourquoi ils essayent simplement de prendre le contrôle du mouvement. Le gars qui remplace Charlie Kirk, je ne sais pas si tu as entendu la façon dont il parle d'Israël, il est totalement pro-Israël. Et il met en avant le point de vue du Parti républicain sur le woke et tous ces sujets dont il parle habituellement. Mais le point principal, c'est le soutien à Israël. Et je ne sais pas, c'est 7 Américains sur 10 de moins de 30 ans. C'est énorme. Ils ne peuvent pas remodeler cela. Ils ne peuvent pas le changer. Non, c'est une période très sombre. Et vous savez, le problème est, et je l'ai déjà dit, je savais que cela allait arriver, c'est que je vais prendre les démocrates et les libéraux comme exemple en Amérique. Ils ont passé les 10 dernières années, en fait même avant que Donald Trump ne soit investi, à l'accuser d'être un fasciste, avant même qu'il n'ait pris un seul décret ou promulgué une loi ou quoi que ce soit. Et il était clairement sur la défensive pendant tout son premier mandat, complètement. Ensuite, il a été attaqué par des procédures judiciaires et toutes sortes d'autres choses pendant le mandat de Biden pour l'empêcher, du moins c'est ce qu'il semblait, de se présenter en 2024. Mais il n'a en réalité rien fait de fasciste, d'accord? Le 6 janvier, c'était en grande partie une supercherie orchestrée par le FBI. Et bien sûr, les faits commencent maintenant à émerger à ce sujet. Et il y avait un énorme afflux d'agents et d'informateurs du FBI de l'ère Biden qui manipulaient les foules le 6 janvier, essentiellement pour créer un événement de type Reichstag qui a permis à Nancy Pelosi et aux démocrates d'instaurer la loi martiale à Washington, D.C. et de poursuivre tous les partisans de MAGA, arrêtés et jugés par milliers, détenus devant les tribunaux fédéraux, etc.
Donc, mais Trump n'a en réalité pas pu mettre en œuvre le fascisme. Maintenant, lors de son second mandat, il applique véritablement le fascisme. Il déploie des troupes dans plusieurs villes américaines, il piétine la Constitution. Il piétine tout et profère des menaces, déclenche des guerres, soutient un génocide. Franchement, ce ne sont pas de bons 9 premiers mois pour ce président. Mais il n'y a aucune réaction de la part des démocrates, presque rien. Si on y réfléchit, c'est en soi incroyable. Donc, la lâcheté des démocrates et des libéraux, le fait qu'ils ne puissent rien faire, c'est parce que leurs attaques initiales contre Trump n'étaient pas fondées sur des principes, mais plutôt sur le fait qu'ils ne l'aimaient pas, ou sur de la propagande et de fausses informations à propos de lui comme agent russe, ce qui était faux. Et maintenant qu'ils ont tiré toutes leurs cartouches, il ne leur reste plus rien, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Et ils ne s'opposeront pas à Israël. Donc on a le pire des deux mondes en ce moment. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Ravi d'être avec vous. Merci, Nima. Have a great time there. Bye bye. Bonne journée à vous aussi. À vous aussi. Au revoir. Merci.